C'est purement une utopie. Quand vous faites la démonstration, vous dites que quand on relève les seuils, ils ont bien dit que quand on relève les seuils, ça ne profite qu'au plus grand. Donc, relever les seuils, jusqu'à arriver au seuil plafond qui veut dire qu'on ne fait plus rien, ça ne peut que profiter au plus grand. C'est une logique. J'ai 100 000 francs d'indemnité de logement. On a relevé jusqu'à 75 000. Je paie que 25 000 sur mon indemnité de logement. C'est bien ça. L'UTS maintenant va frapper mes 25 000. On relève à 100 000. Je suis là, mon UTS, mon indemnité de logement n'est plus taxée. Donc, en réalité, celui qui est en bas ici et qui a 10 000, lui, ce n'est pas son problème. Tant qu'on relève, ce n'est plus son problème. Est-ce que vous voyez? Ceux qui sont chauds, et quand ils ont fait les calculs à valeur absolue, ils disent que bon, ceux qui sont de la catégorie D vont payer 1000 et quelques, vous avez bien suivi. Ceux de la catégorie C, ils ont donné le montant. Et ceux de la catégorie P, ils ont donné un montant allant jusqu'à 100 et quelques mille. Donc, si on supprime l'IUTS sur les primes, c'est-à-dire celui de C, s'il passe à la caisse, on lui remet 1000 francs. Celui de P, s'il passe à la caisse, et un gros salaire, lui on lui remet 100 et quelques mille francs. Ils ont même dit 100 combien de mille, 165 000 ou combien. Bon, qui aurait gagné? Et pour même mieux simplifier, je prends un cadre A du Bénin, un cadre A d'un autre ministère qui bénéficie de primes et d'indemnités que le cadre du MENA n'en a pas. Le cadre du MENA a 350 000 de salaire, le cadre ici a 350 000 de salaire. Lui, il a des indemnités qui tournent autour de 100 000. Lui, ses indemnités et ses primes, c'est réel, je ne vais pas prononcer les noms, tournent autour de 600 000. Vous faites le total, lui, il a 450 000. Lui, il a combien? 950 000. Vous dites de payer uniquement sur le salaire. C'est ça. Je prends un exemple de 10% sur le salaire. Ici, lui, il paie 35 000 pour un revenu de 450 000 et lui, il paie 35 000 pour un revenu de 950 000. Calcul rapide des ratios, 35 000 sur 450 000 et 35 000 sur 950 000. Rapidement, vous vous rendrez compte que l'autre contribue à 7% de ses revenus et l'autre ne contribue qu'à 3% de ses revenus. Donc, il faut justement inverser. Il ne faut pas que celui-là, effectivement, continue à contribuer pour 3%. Si on prend l'ensemble des revenus et qu'on impose, y compris les indemnités, vous verrez qu'ici, ça s'inverse. C'est lui qui doit maintenant donner à peu près 7% de ses revenus et lui donnera 3% de ses revenus. C'est des exonérations en nature. Là, c'est un autre domaine. Voilà. Donc, au niveau de la loi, effectivement, il y a des exonérations en nature où, effectivement, quand la collectivité met quelque chose à ta disposition ou l'État, en nature, maison, tout ce qui s'ensuit, c'est exonéré. Bon, en tant que tel, aujourd'hui, quand vous regardez l'indemnité de logement qui a été mise à 75 000, d'ailleurs, nous, on a demandé à le mettre à 100 000. Est-ce qu'en réalité, combien de fonctionnaires ont une indemnité de logement qui dépasse 100 000? Il n'y en a pas. Donc ce problème de débat sur les maisons n'existe pas. C'est un faux débat. Si c'est exonéré jusqu'à 100 000, il n'y a pas quelqu'un. Ça veut dire qu'ils sont exonérés au même titre que ceux qui ont des maisons. Donc le débat en tant que tel n'existe pas. Voilà. Bon, à part ça, il parle de véhicules. Que celui qui a un véhicule, il est exonéré. Bon, mais de vous à moi, ce n'est qu'un véhicule de fonction. Il l'amène nulle part. Il l'amène nulle part. Il est ministre, il l'utilise et après il le laisse là-bas. Non, il faut d'abord distinguer deux choses. La Confédération syndicale burkinabé avec ses syndicats et qui effectivement ont la même approche.
nous avons une coalition plus large avec d'autres centrales syndicales et syndicats autonomes avec lesquels nous partageons effectivement le même idéal. Donc à leur niveau, il n'y a aucun problème. Et quand je vous dis que le débat s'est passé à l'UAS et 2 camps se sont créés, c'est tout simplement dû au fait effectivement qu'il y a 2 approches. Il y a une approche qui dit non, la société c'est avant tout le social. Ceux qui gagnent plus doivent contribuer plus, ceux qui gagnent moins doivent contribuer moins. C'est une question de justice fiscale et de justice sociale. Il y a ceux qui se disent oui, nous avons lutté, nous avons gagné, ne nous parlez pas de cette justice, nous nous en fichons pas mal et chacun n'a qu'à lutter et puis gagner. Mais voilà, 2 approches. Non, il n'y a pas d'incidence majeure. Vous savez, les gens font trop de gorge chaude sur ça. Quand vous regardez le secteur privé aujourd'hui, combien ont des indemnités de logement de 75 000? Ils sont combien? Combien ont des indemnités de fonction de 50 000? Peut-être l'indemnité de fonction de 30 000 est faible. Mais combien aussi long? Combien même ont réellement des indemnités? Beaucoup, c'est leur salaire de base. Donc quand vous regardez dans cette affaire-là, c'est un débat qui se passe peut-être au niveau au grand maximum, peut-être 15 à 20% des travailleurs du privé. Les autres étant exonérés à longtemps. C'est comme j'étais assis dans mon bureau ici, un vigile là, parce qu'il est superviseur. Il est venu pour demander des renseignements à la bourse du travail, on l'a envoyé chez moi. Il me dit, ah oui, voilà, à leur niveau, on a dit qu'à la fin du mois, le gouvernement va couper leur argent. Je dis, ah bon? Je dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que donc, on a dit qu'il y a un impôt, quoi. Je dis, mais donne-moi ton bulletin. Elle m'a donné son bulletin, j'ai regardé, le gars n'avait que 50 000 francs par mois, plus 20 000 francs d'indemnité de logement. Il n'avait même pas d'indemnité de transport. J'ai rigolé, je dis, même dans l'ancien système où les exonérations étaient de 50 000, au niveau du logement, bon, des choses, comme on appelle ça, 30 000 au niveau de la fonction et 20 000 au niveau des choses, tu n'es même pas concerné. Non, vous savez, la base de calcul, et présentement même les techniciens font des bases de calcul différentes. Mais comme on l'a dit, l'impôt est avant tout une question politique. Il y a des bases de calcul qui peuvent permettre effectivement d'arranger les travailleurs. Il y a des bases de calcul qui peuvent amener à noyer les travailleurs. D'abord, si on prend le revenu dans sa globalité, indemnité plus salaire, pour effectivement mettre l'UTS là-dessus, ça t'envoie dans des paliers où souvent ton UTS devient élevé. Mais si par exemple on décide de séparer, on calcule l'UTS sur les indemnités à part, l'UTS sur le salaire à part, et on fusionne les deux, vous vous rendez compte rapidement que c'est quelque chose qui chute. Donc c'est vous dire qu'il y a une approche qui est là, et cette approche peut d'une manière ou d'une autre arranger les agents, comme ça peut ne pas les arranger. Donc il y a plusieurs approches, et si vous voyez ces derniers temps, il y a plusieurs choses qui circulent sur le net concernant l'UTS, pas mal de simulations que chacun fait et balance tout et autres là. Mais honnêtement, il faudrait effectivement à ce niveau que le gouvernement sorte le document officiel pour qu'on puisse être tous situés sur quelle méthode de calcul a été retenue. Il y a une communication, effectivement qui est faite pour tromper les travailleurs. Si ton indemnité de logement ne vaut pas 75 000, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On va te frapper de quoi? Nous tous nous travaillons depuis des années, c'est eux qui ne connaissent pas ça. Nous on connaît ça. Chez eux c'est de la théorie. Mais moi ça fait près de 30 ans que je paie ça. Et personne ne s'est jamais apitoyé sur mon sort. Je dis que si par exemple tu avais une indemnité de 60 000 de fonction, et avant l'indemnité de fonction c'était 30 000, c'est-à-dire que l'UTS était taxé sur les 30 000. Ok? Et maintenant on a relevé sur, on a dit 50 000, on mettra l'UTS sur 10 000.
Et si c'est 10 000 là maintenant, quand on va te taxer l'UTS, ça m'amuse et ça me fait rire. Parce que nous avons effectivement des valeurs qui guident notre action. Je pourrais à la limite sortir le statut de la CSB au niveau du préambule. Vous pouvez photographier et puis montrer à tout le monde que ce sont uniquement nos valeurs qui guident nos pas. C'est-à-dire nous défendons la démocratie. Effectivement, quand on défend la démocratie et que certains appellent à des insurrections pour renverser des gouvernements, ils vont dire effectivement que vous supportez le gouvernement. Ça, c'est aussi simple que ça. Nous défendons la justice sociale. L'équité salariale fait partie de la justice sociale. La justice fiscale fait partie de la justice sociale. Nous défendons l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et nous avons la protection de notre économie dans le programme, le patriotisme économique et bien sûr la protection des plus faibles. Ça, ce sont des valeurs qui